Le Congo n'existe pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais comme vous le voyez, c'est le nouveau titre de l'ouvrage de Yohan Kialika sorti à Lubumbashi, édité et publié. Nous avons l'honneur de le recevoir sur ce plateau de votre télévision pour qu'on parle du contenu de ces livres. Fidèles téléspectateurs, merci de nous regarder. Yohan Kialika, bonjour et merci de répondre et accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Marcus, merci beaucoup en tout cas. Vous êtes écrivain, entrepreneur et là vous avez édité ces livres ici à Lubumbashi. Le Congo n'existe pas. Nous le savons tous que le Congo existe. Pourquoi parler d'un Congo qui n'existe pas comme le titre de l'ouvrage? Ah ok. En effet, je suis écrivain, entrepreneur, conférencier. Alors pour la question de savoir pourquoi ce titre, justement parce que par mes analyses, je me rends compte en effet que le Congo n'existe pas. Okay. Et quand il y a ces personnes qui lisent ce livre, on se rend compte aussi que le Congo n'existe pas. Est-ce que c'est le problème de la cartographie de la RDC? Non, vous allez vous rendre compte que nous, les écrivains, nous avons des petites touches pour apporter quelque chose d'intéressant à la littérature. Okay. En termes de cartographie, géographie, en effet, le pays, le Congo, il existe. ouais, il existe absolument. Mais il faudrait comprendre la pensée du livre que nous allons sûrement découvrir maintenant et nous saurons pourquoi le Congo n'existe pas, selon moi. Le Congo n'existe pas parce qu'au vu de longues analyses et observations que vous aviez faites, vous vous êtes rendu compte que le Congo, il existe, mais il est loin des pays dont les habitants sont fiers. C'est pour ça que le Congo n'existe pas. C'est assez complexe. Moi, je pense que dans l'imaginaire du Congolais, le Congo que nous voulons tous d'ailleurs n'est pas forcément ce que nous voyons de manière physique, voyez-vous. Donc partons de l'imaginaire du Congolais, je pense que plusieurs seront d'accord avec ce titre et surtout avec le contenu, ça c'est le plus important. Puisque c'est un pays dont les habitants ne sont pas fiers. Pour ça, en tout cas pour vous, le Congo n'existe pas, tout simplement pour ça. Les habitants ne sont pas fiers, je pense que c'est quand même fort de dire ça. Mais je pense par contre que les habitants ont besoin de quelque chose de plus. Ça ne suffit pas ce que nous avons. Nous avons longtemps souffert, on va dire. Nous avons longtemps eu des grosses difficultés et tout le monde est d'ailleurs conscient. Mais je pense qu'il est temps pour nous, la jeunesse surtout, parce que moi je considère dans le livre, d'ailleurs c'est même écrit, que l'avenir c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toi. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ce que nous devons faire maintenant. Alors pourquoi pensez-vous que le Congo n'existe pas? Puisque vous êtes aussi déterminé à créer le Congo, ça se fait que le Exactement. Congo n'existe pas. Pourquoi le Congo n'existe pas? Déterminé à créer le Congo. Je vais vous donner un exemple, un exercice de simulation qui justement est même dans le livre. Oui. Je vais demander à chaque téléspectateur par exemple de me donner une banque congolaise d'un Congolais, vraiment, qu'il me donne une seule banque et je pense que ça pourra m'aider. Mais dans le cas où il n'y en a pas, prenons un exercice de simulation qui est dans le livre. Si on nous enlevait du système SWIFT, par exemple, en Afrique centrale, toutes les banques qui sont ici n'auront plus de business, donc ils vont partir. Et s'ils partaient, il est fort possible qu'il y ait des entreprises qui font faillite. Il peut y avoir une crise dans la ville, dans le pays. Et dans ce cas-là, le temps que nous puissions nous remettre en place, qu'est-ce que nous allons vivre? Ça, c'est juste sur le plan d'abord économique, qui n'est pas totalement géré par nous-mêmes. Allons sur le plan agroalimentaire. Pratiquement 85% de ce que nous mangeons est importé. Ce qui n'est pas mal, mais c'est quand même grave quand pratiquement la totalité de ce que nous mangeons, même les produits élémentaires, sont importés. Dans le cas où on fermait par exemple les frontières, il y a difficulté d'importer. Comment nous allons nous retrouver? C'est vrai, il y a la réponse de on va rentrer à l'agriculture, mais le temps de rentrer, de nous adapter, nous serons dans une certaine crise. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de développer ce livre, donner des pistes de solutions en effet. Et d'où cette fameuse phrase « le Congo n'existe pas ». Vous évoquez le cas beaucoup plus économique, c'est l'exemple que vous avez donné, mais il y a plusieurs exemples. Exact. Et même par rapport culturel. à ce que vous avez donné sur le plan seulement économique, vous ne vous rendez pas compte du fait que le Congo soit aussi un scandale minéralogique et géologique? Ouais. En fait, vous savez, nous sommes très riches et nous le savons. Que ce soit dans les mines, que ce soit dans l'agriculture, nous avons beaucoup de richesses, mais nous ne savons pas exploiter ça. J'ai récemment lu une phrase qui m'a beaucoup plu. On dit, par exemple, le Singapour, on dit « Le Singapour n'a rien, mais transforme tout, donc il a tout ».
Le Congo a tout, ne transforme rien, donc il n'a rien. Vous voyez un peu ce qui se passe, c'est quand même choquant. Parce que la richesse, selon que j'ai étudié, selon que j'ai fait mes recherches, se développe davantage quand on transforme. Je vous donne un exemple. On peut prendre la matière première ici. On va transformer à l'extérieur et on nous ramène des matériaux, par exemple, déjà faits à 7 fois plus cher. Vous voyez? Alors que nous avons la capacité de le faire. On peut mettre en place des usines, on peut mettre en place des systèmes qui nous permettent de produire, de transformer et d'ajouter de la valeur sur ce que nous sommes capables de vendre. Ouais. Alors vous avez lancé une blague sur votre WhatsApp et vous avez flashé juste en disant le Congo n'existe pas. Vous avez recueilli au moins des commentaires et des commentaires. Et là, je retiens un commentaire mentionné dans le livre. Officiellement, le Congo existe, mais officieusement, là, il y a toute une question. Pourquoi le Congo sur le plan officieux, ça remet en question? À cette question, je vais répondre en liant la réponse à l'identité de la personne. Vous savez, aujourd'hui, moi, je regarde un peu ce qui se passe dans le pays, je me rends compte qu'il y a une crise d'identité du Congolais. Si je pose la question de savoir c'est qui un Congolais, on a difficulté de nous maintenir d'une certaine manière. Mais je n'ai pas vécu dans le temps du Zaïre, mais quand on parle du Zaïrois, nous avons une idée de qui il est, parce qu'il y avait une certaine identité qui était imposée. Aujourd'hui, par exemple, le débat qui est celui-ci est de tel père, telle mère, italien ou quoi que ce soit, ça montre au fait notre incapacité d'identifier réellement le Congolais. Qui est le Congolais? Si déjà au niveau de l'identité, nous avons difficulté de nous identifier, c'est quand même un problème, je suppose. Et même dans ce cas-là, le Congo n'existe toujours pas. C'est pour ça que vous dites dans les livres qu'officiellement, le Congo existe, mais officieusement, il n'existe pas, puisque le gouvernement est censé gérer cette souveraineté et lui-même gérer sous une autre souveraineté étrangère et internationale, ce que vous dites dans les livres. Ah bon? Ça, c'est... Je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre. Là, il y a toute une question. Il y a toute une question, mais moi, je suis plus orienté peuple, orienté citoyen, orienté patriote. Qu'est-ce que le patriote fait? Parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, on pointe du doigt le gouvernement. Mais qu'est-ce que ça a changé? À un certain moment, il faut qu'on se remette en compte. Le 4e chapitre, c'est Stop, un regard sur soi. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous, on fait finalement? Parce qu'on va pointer du doigt le gouvernement. Bon, le gouvernement, c'est un ensemble de personnes. Donc, ça veut dire que nous qui sommes des personnes, peut-être demain, nous serons dans le gouvernement. Donc, qu'est-ce que nous regardons sur nous-mêmes pour que les choses changent? Même à la conférence, j'ai donné juste un exemple très banal, très simple. Il y avait des inondations à Kinshasa, par exemple. J'ai vu sur les réseaux sociaux, non, le gouvernement a fait. C'est vrai, le gouvernement a sa part, il n'y a pas de problème. Mais j'ai posé une question à la conférence. J'ai dit, quand vous prenez votre boisson en route, ainsi de suite, vous jetez où? D'ailleurs, c'est même dans la vidéo. Vous allez voir, les gens répondent en route. J'ai dit en route. Déjà, sur cette base-là, ça fait que les bouteilles et tous les plastiques qu'on jette, par exemple, contribuent justement à cette inondation qui peut venir après. Donc déjà, sur les petites bases que nous pouvons faire, on peut commencer avec les enfants à l'école, leur inculquer ce modèle-là. Vous voyez? Et petit à petit, le développement vient avec le temps, petit à petit, en changeant les petites choses, à mon sens en effet. Alors, le parallélisme. Le parallélisme entre le discours du chef de l'État, le discours du chef de l'État, qui est le premier chapitre entre guillemets, Mboka Oyo et Sékou Fakala. Et vous revenez avec le Congo n'existe pas. Quel est le parallélisme? Est-ce qu'on est bien d'accord qu'un mort n'existe pas? Exactement. Un mort n'existe pas. D'ailleurs, le chapitre 1 de ce livre, le titre, c'est Mboka et Sékou Fakala. Exactement. Et je suis en train de dire ceci. Je vais donner juste un petit extrait. Je vais parler aux téléspectateurs, par exemple. Je donne un extrait de ce qui est dans le livre par rapport au chapitre 1. Mboka et Sékou Fakala, nous sommes tous d'accord qu'un mort n'existe pas. Si le chef de l'État, que l'on respecte beaucoup d'ailleurs, est parvenu à dire ça, c'est qu'il est d'accord avec mon livre, quelque part. Parce que c'est quelqu'un qui a le désir de voir peut-être les choses changer, vous voyez, mais il a remarqué que ça ne va pas. Donc c'est un humain, il s'est exprimé en disant le Congo n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que citoyens? Dans ce livre, il n'y a pas que les problèmes que j'évoque, mais il y a beaucoup de solutions.
et des modèles de ceux qui sont passés par ce par quoi nous passons, le Japon, le Singapour, avec des modèles vraiment où je suis entré très en profondeur dans les recherches et on ressort les solutions que nous pouvons appliquer. Le gouvernement peut même prendre ce livre, essayer de regarder les quelques détails qu'il y a, mettre en pratique. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Dans le rapport, comme je l'ai posé, le parallélisme entre Mboka et Sékou Fakala et le Congo n'existait pas, on dirait que le discours du chef de l'État vous avait un peu inspiré aussi pour dire que le Congo n'existait pas. Oui, au moment, par exemple, je vais donner un petit secret, au moment où j'écrivais, par exemple, le livre, au moment où je suis arrivé au chapitre 1, ce que je sentais dire dans le chapitre me renvoyait un peu à cette pensée. Il a dit, mais en effet, Mboka, et si Sékou Fakala. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Non, je vais carrément faire que le premier chapitre soit ce titre-là. Donc, ce parallélisme-là, c'est une observation, comme j'aime dire, une observation de mort. Il y a manque de vie dans notre pays. Et je pense que nous, citoyens, nous sommes capables de rapporter cette vie-là. Vous voyez, partant même, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches dans la spiritualité. Chaque être humain a une certaine énergie. Chaque être humain est capable de créer. Donc nous sommes capables de proclamer quelque chose, de créer quelque chose qui va finalement exister. Vous dites dans un de vos livres que si quelqu'un observe un problème tout autour de lui, c'est quand lui se trouve le changement. Et pour que le Congo existe, Yohan Kialika, qu'est-ce qu'il en dit par rapport à livre? J'aime beaucoup ce passage-là. Parce que ce passage, pour moi, définit clairement ce qu'est une vocation. Une vocation, c'est une réponse à un besoin. Vous voyez? Et pour que ce besoin ait une réponse, il faut que celui qui apporte ait la solution. Donc quand j'ai dit, par exemple, que quand on observe autour de nous des choses qui ne vont pas, si déjà nous savons remarquer que ça ne va pas, c'est que quelque part au fond de nous, nous avons la solution. Maintenant, c'est à nous de nous aligner par rapport à cette solution que nous pouvons apporter. Comme moi aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes dans le domaine alimentaire, donc j'entreprends dans l'alimentaire. J'essaie de mettre sur le marché des produits de qualité pour essayer, à ma manière plutôt, de contribuer à cette création-là. Donc créer le Congo, c'est que chacun de nous, dans son domaine, apporte une solution avec excellence. Comme votre chaîne de télé, vous apportez quelque chose d'intéressant. Vous voyez? C'est ça la manière donc de créer le Congo à mon sens. Et pourtant, vous dites dans les livres qu'on devrait commencer d'abord par contrôler l'économie et puis passer à autre chose pour que le Congo existe. On va dire, il y a beaucoup de choses à mettre en compte, dont l'économie en effet. Mais l'économie est, on va dire, quelque part un peu complexe. Il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu. Mais je pense d'abord, au niveau où nous sommes, selon que j'analyse les choses, ce qui serait primordial dans la création de notre Congo serait d'abord au niveau alimentaire aussi. On dit ventre affamé, la pointe d'oreille. Donc ça veut dire que quelqu'un qui mange, qui sait que ça va, je peux manger, je peux me nourrir, aura la force d'étudier, aura la force d'entreprendre, dont l'économie qui entre un peu en jeu, et tout le reste. Vous voyez. Donc pour moi, c'est dans ce sens que les choses sont établies. Et le succès sans successeur, on n'en a qu'à dire du problème de la relève aussi dans ce pays pour qu'il existe. Waouh, c'est aussi un chapitre d'ailleurs. Non mais c'est merveilleux. La relève, c'est un gros problème aussi parce que moi je suis formateur en leadership et j'ai beaucoup étudié le leadership. On dit ce n'est jamais, en leadership, on dit ce n'est jamais la faute des suiveurs, mais c'est souvent la faute du leader. Ouais. Et le leader, pour que sa vision puisse perpétuer, puisse continuer, il doit préparer absolument la relève. C'est aussi un gros problème que j'ai remarqué dans notre pays. Beaucoup de leaders ne préparent pas la relève. Beaucoup de leaders ne préparent pas ceux qui vont venir après. C'est ça. Pareil, je vous donne un exemple. Si moi, je fais quelque chose de bien, je me battrai pour investir en une personne ou en des personnes qui peuvent faire aussi, peut-être même mieux que moi. Et ça, vous voyez, c'est important. C'est même un principe de la vie. C'est une semence qui va, qui va produire des fruits après. Mais quelle est la semence que nous mettons? Que ce soit en les jeunes, que ce soit en ceux qui doivent nous succéder. Donc c'est un gros problème. Si nous n'avons pas de successeurs, absolument, nous ne sommes pas face au succès. Peut-on dire que le problème du Congo, il est presque général?
lorsque je pose la question, que peut-on faire pour que le Congo existe, vous développez des réflexions dans les livres. Et il y a la première, la deuxième, la troisième réflexion. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Vous dites qu'il faut gérer nos minéraux, il faut réorganiser notre tourisme, biodiversité, il faut nos universités ont des sérieux problèmes pour que le Congo existe. Quelles sont ces réflexions-là? Parce que nous parlons exactement du contenu du livre. Je vais me baser par exemple sur l'éducation, tout simplement. On va être sincère, le plus sincère possible. Le système éducatif avait été établi en Afrique sous un système colonial. Le colonialisme a un but, c'est de venir dans une contrée, exploiter cette contrée et à nos propres intérêts et fins et tout. Quand le colonialisme arrive, il veut que l'homme noir, c'est connu de tous, l'homme noir soit esclave. Alors, avec l'abolition de l'esclavage, les choses ont changé, ça va évoluer. Maintenant, on va développer l'esclavagisme d'une certaine manière, entre guillemets, intellectuelle, où on va mettre en place un système éducatif qui fait comprendre à l'Africain qu'il est quand même faible. Parce que moi, j'ai étudié l'histoire et on se rend compte que l'histoire ne tourne pas sur le fait que l'Africain était puissant, que l'Africain est capable. Il y a toujours ce petit côté qui ramène à l'homme noir de se sentir inférieur. Et ça, je pense que ça doit changer. Nous devons répondre à des réels besoins de l'Afrique, à des réels besoins du Congo. Et est-ce que ce système, de manière sincère, quand on s'assoit, on le regarde, fara fara comme on dit, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte de manière concrète? Vous voyez? Donc, il y a déjà cette partie-là. Et beaucoup de problèmes comme ça. D'où ce livre, c'est combien? 124 pages. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations très intéressantes qui peuvent être utilisées même à l'école. Parce qu'il y a de la géographie, il y a de l'histoire. Donc, c'est vraiment une solution, comme je dis, à beaucoup de problèmes pour notre pays. Parce que vous-même, vous le dites, c'est votre chef d'œuvre de tous mes livres. De tous vos livres. Sa particularité, qu'est-ce qui lui caractérise? En fait, la particularité de ce livre, c'est que c'est ouvert un peu à tous, ça touche pratiquement tout le monde, ça touche l'Africain quelque part. Mais il y a certains livres, moi j'écris souvent dans le domaine de la spiritualité. Bon, il y a certaines personnes qui sont quand même, ils mettent un frein parce qu'ils se disent ils ont telle spiritualité, donc je n'impose pas. Mais ce livre, il est, on va dire, quelque part scientifique. Donc il nous ouvre des portes à tous. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a proposé de pouvoir le traduire en Swahili, en Kikongo, en Lingala. Je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Et ça serait bien de toucher un maximum de Congolais, un maximum d'Africains. Parce que le titre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent, en fait, j'ai lu le livre, mais ce que tu dis s'applique à notre pays. Il y a des Ivoiriens qui le disent, il y a des Camerounais qui le disent, il y a des Congo-Brazzavillois qui le disent. Donc, vous voyez, donc il y a tout ça autour de ce fameux livre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a une partie dans le livre, les critères du développement. Okay. Parce que là, nous sommes vraiment dans ce que nous allons appeler le Congo existe. Okay. Parce que là, le livre a dit le Congo n'existe pas. Nous parlons un peu des Congos qui existent. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Vous parlez du développement et vous parlez du critère de développement. Vous parlez de la productivité, vous parlez de la durabilité, de la justice. Quel regard avez-vous de ces critères-là du développement dans les pays, puisque vous parlez des Congos qui n'existaient pas? Ok, comme je disais, dans le livre, on a des modèles, n'est-ce pas, de développement. Exactement. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue, mais on peut s'inspirer des autres modèles. Par exemple, le modèle singapourien. Le Singapour vient de nulle part. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on voit le Singapour, c'est quelque chose. Le Japon, n'en parlons pas. 1945, le Japon, c'est rien. À la conférence, on a même vu des images. Mais aujourd'hui, quand on voit le Japon sur pratiquement tous les plans, ils sont très, très avancés. Est-ce que c'est impossible pour notre pays de parvenir à ça? Non. Par rapport à la productivité, il va donc intervenir beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, il faudrait déjà d'abord toucher à l'éducation, absolument. Parce que celui qui va se mettre à produire doit avoir un bagage à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que nous sommes capables de produire? Qu'est-ce que nous sommes capables d'inventer, de créer, ainsi de suite. Vous voyez. Comme là, nous sommes sur un projet où j'ai vu
des jeunes, nous voulons créer une machine pour permettre à la transformation de nos activités. Alors, puisque vous parlez trop du Japon, de la Chine, de Singapour, vous l'avez mentionné dans les livres, à l'exemple, puisque vous vouliez que le Congo, pour qu'il existe, puisse prendre aussi les exemples de ces pays. À l'exemple de ces pays, au Congo, faut-il un leader avec une vision, soit une conscience collective pour que le Congo existe? Partant d'un regard d'un étudiant en leadership, je pense qu'il faudrait que la conscience collective est très importante, vous voyez, est très très importante, mais une vision clarifiée d'un leader aussi serait importante parce que la conscience collective, c'est une force quand ça sait où ça va. Vous voyez? Donc il y a ce côté, les deux sont très importants, la conscience collective et la vision. Maintenant, le problème du leader, c'est qu'il doit savoir transmettre sa vision. Vous voyez, c'est très important. Merci beaucoup, Yohan Kalika. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir regardés, fidèles téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Nous recevions Yohan Kalika, écrivain à Lubumbashi, qui venait de publier ses livres. Le Congo n'existe pas, nous avons développé le contenu de ces livres à la prochaine édition. Merci.